Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble des organisateurs de cette journée, de ce colloque, pour un sujet qui est d'un intérêt majeur, voire même vital, et je les remercie également pour leur patience et leur bienveillance de manière générale. Mon intervention porte donc sur l'engagement de la responsabilité de l'État dans le contentieux climatique à un horaire, j'en ai conscience, tout aussi tardif qu'il n'est éprouvant, et pour cette raison, j'essaierai d'être autant que possible concis et intelligible. L'engagement de la responsabilité de l'État dans le contentieux climatique, donc, et il convient dans un premier temps de revenir sur cette notion centrale de ce sujet, celle de contentieux climatique. Dans le cadre de cette intervention, nous entendons comme relevant du contentieux climatique toute affaire dans laquelle les problématiques liées au climat font directement l'objet d'un recours, ou alors elles jouent un rôle majeur soit dans l'argumentation des requérants, des plaignants, soit dans celle de l'organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel amené à se prononcer. Il faut préciser, les juridictions nationales sont amenées à se prononcer sur la responsabilité de l'État, mais également régionales, on pense à la Cour européenne des droits de l'homme, et les quasi-juridictions internationales, on pense ici au comité onusien. Donc face à une définition qui apparaît assez large, il est important de délimiter l'objet de ce sujet en deux points de précision. Tout d'abord, nous ne nous intéressons pas aux cas dans lesquels c'est la responsabilité de sociétés transnationales qui est recherchée, les carbon majors, et ensuite nous excluons les cas dans lesquels la problématique du contentieux climatique, des changements climatiques, est annexe, périphérique, implicite ou lointaine. Ces éléments de définition théorique derrière nous, il est peut-être encore nécessaire de préciser l'histoire du contentieux climatique pour mieux saisir l'objet de mon intervention. Cette histoire, elle débute évidemment à la suite de l'identification des conséquences des changements climatiques sur lesquels je ne reviendrai pas. Les rapports du GIEC sont tout à fait formels sur la menace qui pèse sur l'humanité et la vie de manière générale. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que cette identification consensuelle à partir du début des années 90 n'est pas immédiatement suivie par une naissance du contentieux climatique. Il faut attendre une dizaine d'années pour que les premiers litiges relatifs au climat fassent leur apparition en raison de la frustration de la société civile, ou alors plutôt d'une partie de la société civile, quant à l'insuffisance, la lenteur des engagements pris par les États sur les scènes nationales et internationales, de Rio jusqu'à Paris en passant par Kyoto. À cet égard, donc, nous pouvons noter deux temps schématiques du contentieux climatique. D'abord lié à son émergence, sa naissance au milieu des années 2000, avec deux affaires clés. L'arrêt Massachusetts contre l'Agence de protection environnementale, qui a été couronné de succès, puisque la Cour suprême des États-Unis a considéré que l'Agence de protection environnementale devait non seulement autoriser à réglementer l'émission des gaz à effet de serre, mais surtout en avait l'obligation. D'autre part, une série de pétitions devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, cette fois-ci qui ne sera pas couronné de succès, vis-à-vis de la responsabilité des États-Unis et du Canada, introduite par le Conseil arctique athabascan et le Conseil circumpolaire inuit. Donc c'est la naissance de ce contentieux qui va être suivi par une deuxième période, celle qu'on pourrait qualifier d'effervescence, liée à des victoires qui sont symboliques, qui sont très importantes, notamment les affaires Leghari contre Fédération du Pakistan et l'affaire Urgenda contre Pays-Bas. Fort de ces victoires, les requêtes se multiplient, les argumentaires et raisonnements évoluent, se propagent, une victoire après l'autre, ou plutôt une victoire après de nombreuses défaites. Et nous sommes face à un contentieux qui est en plein essor, qui a une forte dynamique sur laquelle il est intéressant de revenir ici. Une étude s'impose donc, et elle ne peut être, à mon sens, instructive que si elle part des particularités du phénomène des changements climatiques lui-même. Faut-il le rappeler, ce phénomène est un phénomène qui est global, c'est-à-dire qu'il concerne toutes les échelles géographiques, qu'il s'agisse du local, du national, du transnational ou encore l'échelle mondiale. Ensuite, c'est un phénomène global parce qu'il implique un grand nombre d'acteurs, privés ou publics, les individus, les entreprises, les États et même certaines organisations internationales. Enfin, d'un point de vue temporel, il s'agit autant de s'intéresser à un phénomène qui touche les générations actuelles que les générations futures. Et toutes ces particularités donc d'un phénomène qui implique tous les acteurs de la société, qui touche tous les États du monde et qui plus est constitue une menace urgente pour l'humanité, a des conséquences sur le contentieux, ce qui nous permet de décrire ce contentieux comme a pu le faire la juge Anne Henken dans la célèbre affaire Juliana contre États-Unis, de conclure que ce contentieux n'a rien d'un contentieux ordinaire. Et à cet égard, nous allons essayer d'analyser ce contentieux, d'en faire un certain panorama en sélectionnant évidemment quelques affaires, pour essayer de voir comment cette problématique commune amène les juges, de manière quasiment accidentelle, à se prononcer également de manière commune sur les mêmes problématiques et ce qui fait émerger des principes communs vis-à-vis de juridictions qui sont tout à fait pourtant différentes. Ensuite, nous verrons dans un deuxième temps qu'en réalité, ces principes communs qui émergent ne sont pas tout à fait accidentels et qu'ils sont recherchés par l'implication de la société civile, mais également des juges,
donc ce que nous verrons dans un second temps, ce qui nous permettra de conclure sur une idée qu'il s'agit donc d'un phénomène global qui pourrait donner lieu à un droit qui lui aussi pourrait être qualifié de global. Donc tout d'abord, quels sont les obstacles, ici d'ordre procéduraux, auxquels font face les plaignants dans les affaires relatives au changement climatique? Il y a une série de 3 grandes questions que doit se poser le juge lorsque l'on se met à sa place. Ces questions sont les suivantes, très symboliquement et plutôt résumées de manière assez prosaïque. Pourquoi vous, plaignant, alors que ce phénomène touche tout le monde? Ensuite, pourquoi cet État particulièrement, alors que tous les acteurs sont impliqués dans les changements climatiques? Et puis enfin, pourquoi moi, tribunal ou expert? Quelle est ma compétence pour me prononcer sur cette problématique? Donc première question, pourquoi vous? Et il faut donc se demander comment prouver que l'on a soi, personnellement, subi un préjudice concret vis-à-vis de ce phénomène qui touche donc tout le monde, et puis aussi qui parfois a des risques qui ne se sont pas encore concrétisés. C'est l'exigence d'un préjudice individualisable, concret, précis, réel ou imminent, qui se traduit au niveau national par la preuve d'une qualité à agir et au niveau international par le fait d'être considéré comme une victime directe, quoique potentielle, des changements climatiques. Mais en réalité, dans de nombreuses affaires, cet obstacle n'est pas insurmontable. Le fait qu'un préjudice soit largement partagé ne fait pas nécessairement de lui un grief qui soit généralisé et irrecevable. Et puis l'intérêt à agir peut également être porté, un intérêt commun peut être porté soit par une association, on pense à la fondation Urgenda dans l'affaire des Pays-Bas, ou alors par un droit national qui permettrait des actions collectives, là encore, comme c'est le cas aux Pays-Bas, avec 886 habitants néerlandais qui avaient un intérêt commun non financier et qualifié d'idéaliste. Et puis pour les risques à venir, nous pouvons citer les constatations Teissiota contre Nouvelle-Zélande, dans laquelle le Comité des droits de l'homme a pris au sérieux les risques probables liés à l'élévation du niveau de la mer vis-à-vis d'un citoyen kiribatien et a considéré que ces risques n'étaient pas purement théoriques, qualifiant alors l'individu de victime. Deuxième question procédurale donc, pourquoi lui? Pourquoi cet État? Pourquoi retenir sa responsabilité alors qu'il n'est pas le seul entièrement responsable des changements climatiques et que de nombreux acteurs sont aussi impliqués? Afin de surmonter cet obstacle, les juridictions ou quasi-juridictions peuvent essayer de reconstruire un lien de causalité en se basant très largement sur la science. C'est le cas dans l'affaire Leghari contre Pakistan, l'affaire Urgenda, mais nous pouvons aussi citer les constatations du Comité des droits des enfants dans l'affaire Greta Thunberg. Le raisonnement est le suivant. Nous connaissons scientifiquement l'effet cumulatif des émissions de carbone sur l'aggravation des changements climatiques. Les changements climatiques ont des effets néfastes, connus sur d'autres territoires et sur les individus qui s'y trouvent. Or, vous, État, vous contrôlez le territoire duquel sont générées ces émissions de charbon. Donc, une chaîne de causalité est ici observée, reconstruite. Et un point important qu'il faut citer, c'est qu'un raisonnement comme celui-ci se base explicitement sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Chaque État est responsable pour sa part et ne doit pas contribuer à l'aggravation de ce phénomène. Et donc, dernière question de recevabilité, pourquoi moi en tant que tribunal? Je laisse les questions internationales de côté, on peut juste mentionner d'un point de vue national le spectre, le risque lié à la séparation des pouvoirs et au niveau américain, la doctrine de la question politique. L'idée étant la suivante, est-ce qu'un juge a la compétence de se prononcer sur de telles questions sans empiéter sur celles du législateur ou de l'exécutif? Du point de vue européen, les conséquences d'un tel principe ne sont pas vraiment une menace pour le recours, mais du point de vue américain, si on cite par exemple l'affaire Juliana, il a pu être considéré que c'était un véritable obstacle que ne pouvait pas franchir le juge. Ces questions de procédure de côté, maintenant il s'agit d'essayer de réfléchir, de ne citer que quelques exemples dans lesquels la responsabilité de l'État a été engagée et quelles voies ont été suivies par les requérants. Une première voie est celle d'une invocation d'une obligation de prudence, parfois liée à une obligation de précaution, un duty of care, un devoir de vigilance qui pèserait sur les États. Les autorités reconnaîtraient les risques liés au changement climatique et en ne se comportant pas de manière prudente ou diligente, il y aurait un risque lié à un manque d'atténuation ou d'adaptation du phénomène et donc qui pourra engager la responsabilité de l'État, comme l'a considéré le juge belge. Toutefois, ce duty of care est très souvent lié à un argumentaire de droit humain sur lequel il convient de revenir également. C'est la deuxième voie qui est évidente pour engager la responsabilité de l'État, qui tient à l'invocation des droits fondamentaux, des droits humains dans les requêtes sur la base constitutionnelle ou alors sur des bases conventionnelles, régionales ou internationales. Pour reprendre l'heureuse expression de Christelle Cournil et Camilla Peruzzo, il s'agit d'un double phénomène d'humanisation des changements climatiques et de climatisation des droits de l'homme. Dans l'affaire Urgenda, sur la base du droit à la vie et de la protection du domicile en cas de menace, la Cour suprême a développé un duty of care qui, en l'espèce, n'avait pas été respecté.
Enfin, une troisième voie, et je dois passer certains développements pour ne pas dépasser le temps qui m'a été donné, une troisième voie qui serait celle, sur la base de la common law, de la doctrine du public trust, celle de la fiducie publique. L'argument est le suivant. Les citoyens, à travers un contrat social passé avec les gouvernants, leur ont confié la gestion de certains biens dans leur propre intérêt. Ces biens, ce seraient les ressources naturelles, et donc l'État aurait une triple obligation de protéger l'environnement de destruction, de le préserver afin qu'il puisse fournir des services écologiques, et une obligation de réparation en cas de dommages. C'est ce que l'on a pu constater dans l'affaire Juliana contre États-Unis et l'affaire Legari contre Pakistan. Je vois le temps filer encore une fois, donc je passe sur les conséquences de telles affaires, mais on peut citer notamment des injonctions à revoir de l'État, la création au Pakistan, ce qui est très intéressant, d'institutions pour assurer le suivi des politiques environnementales. Et puis ce qui est toujours intéressant, c'est de remarquer qu'en réalité, la réparation du préjudice écologique n'est pas ce qui est véritablement recherché par les plaignants. Ils cherchent à impulser un changement de politique nationale ou internationale, et leur intérêt propre apparaît en réalité secondaire dans des cas comme celui-ci. Ce qui nous amène à observer qu'en réalité, ces stratégies contentieuses, elles sont performatives. Même s'il y a un échec, cela permettra toujours d'ouvrir un débat au niveau national sur la question climatique. Et il y a aussi une volonté, donc là on vient de parler des principes communs qui émergeaient un peu de manière accidentesque puisqu'il s'agit d'une problématique commune, mais on peut aussi voir comment les plaignants et les juges cherchent à faire émerger des principes communs en faisant avec tous les moyens possibles à travers des stratégies contentieuses mûrement réfléchies pour donner un rayonnement à ces affaires, en faire des précédents. Il y a une forte médiatisation de ces affaires, vous n'êtes pas sans le savoir. L'exemple français est topique. Une pétition signée par plus de 2 millions de Français après une mobilisation portée par de nombreuses célébrités pour une affaire surnommée modestement l'affaire du siècle. Cette stratégie contentieuse est d'ailleurs largement inspirée de l'affaire Urgenda ou de l'affaire Climat en Belgique. On a un site internet qui nous permet de suivre tous les éléments de procédure sur lequel on peut revenir pour donner des dons, pour soutenir l'affaire. Et même du côté belge, en quelques clics, on peut devenir co-demandeur de la plainte. Au niveau international, on peut aussi citer la communication Greta Thunberg devant le Comité des droits des enfants, dont l'introduction a été annoncée lors d'une conférence de presse où les enfants rappelèrent les promesses juridiques qui avaient été faites par les États, lesquelles n'avaient pas été respectées. Et puis cette médiatisation, elle repose aussi sur l'émergence d'une figure de la victime climatique, appartenant à une partie vulnérable de la population. Demandeurs d'asile, agriculteurs, femmes âgées de plus de 64 ans dans le cas suisse, bien sûr enfants et adolescents, les générations futures. Là encore, l'affaire Greta est intéressante, 15 enfants et adolescents de chaque tranche d'âge, de chaque continent, qui visent des États eux aussi de chaque continent. Le message est clair, c'est un contentieux global qui concerne tout le monde, générations actuelles et futures, vis-à-vis des plus gros émetteurs qui peuvent changer les choses. Mais il ne faut pas croire que seule la société civile essaye de créer des précédents, de faire rayonner ces affaires. Non, on retrouve aussi les juges qui, dans leur dispositif, parfois, ont des formules qui semblent assez générales et qui semblent parler à une audience plus globale. Je cite le juge pakistanais, « La jurisprudence environnementale existante doit être façonnée pour répondre aux besoins de quelque chose de plus urgent et de plus puissant, c'est-à-dire les changements climatiques. » Du côté néerlandais, je cite, « Chaque État est responsable pour sa part et peut être appelé à devoir la respecter. » Comprenez à travers ces deux exemples, le juge ne s'adresse pas seulement aux plaignants, à la nation, mais l'audience est virtuellement globale. Et d'ailleurs, dans l'affaire Urgenta, c'est clairement assumé puisque l'arrêt est prononcé partiellement en anglais. Le prononcé étant direct, la Cour publie immédiatement un communiqué de presse en anglais. Des explications filmées sont mises immédiatement en ligne, elles aussi sous-titrées en anglais. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une recherche de rayonnement de ces affaires et qui va évidemment se réfléchir dans d'autres affaires. On peut citer le fait que différents juristes, différentes associations, différents avocats participent à différentes affaires et donc les mêmes problématiques vont se poser devant différentes juridictions qui vont devoir s'inspirer de ce qu'ont fait leurs voisins. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de voir que les organes saisis, les juges, vont parfois citer explicitement des affaires étrangères alors que celles-ci n'ont aucune valeur juridique a priori pour ces juridictions. Une affaire australienne cite Massachusetts contre EPA, la saga Urgenda, pour asseoir son raisonnement et pour asseoir sa conclusion. Urgenda cite également une affaire américaine et on pourrait multiplier les exemples. Ce sont donc des éléments qui, à mon sens, expliquent la convergence du contentieux climatique. Une convergence donc qui est logique puisqu'on a une problématique globale, commune, mais qui aussi est surtout recherchée et qui explique une circulation des arguments, des principes juridiques retenus par les différents acteurs. Ce phénomène global semble donc donner naissance à l'émergence d'une responsabilité que l'on pourrait aussi qualifier de globale.
Et peut-être est-il nécessaire ici de démystifier cette notion de responsabilité globale. Je pense qu'il y a une métaphore qui est tout à fait utile à cet égard, c'est celle d'un orchestre sans chef d'orchestre. Quelque peu déboussolés, les premiers juges s'essayaient à émettre des premières notes, suivies par d'autres, le tout n'étant pas au premier abord très harmonieux, mais qui, à force de répétition, donne lieu à des convergences et une véritable mélodie qui serait une mélodie convergente, commune et parfois même coordonnée. Pour filer la métaphore et pour montrer à quel point ce droit serait réflexif des changements climatiques, on peut considérer que, de la même manière qu'il est difficile de retracer la chaîne de causalité entre l'émission de gaz à effet de serre d'un État et ses conséquences concrètes, il est parfois difficile de retracer les conséquences d'une affaire sur d'autres affaires et sur l'adoption d'une politique nationale, sur l'adoption d'une politique internationale également. Il y a des dialogues implicitement reconnus entre les juges et le tout permet, à mon sens, à minima, d'ouvrir un dialogue sur cette question qui, de manière diffuse, permet d'endiguer le phénomène. Voilà, je vous remercie pour votre attention.